योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो నిమిషమైనను మది నిలిచి నిర్మలముగా లింగ జీవ వేషులను గాంచి భంగ పడక నిమిషమైనను మది నిలిచి నిర్మలముగా లింగ జీవ వేషులను గాంచి భంగ పడక పూజ మదియందు చేరుట పూర్ణ పదవి పరము కోరిన నిధి
Jaya 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 Mahadeva. Jaya 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 Mahadeva. Shiva Shankar Adi Ananta. Shiva Shankar Adi Ananta. Jaya 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 Mahadeva. Namaskaram. Namaskaram, tout le monde. Well, Eh bien, cette cette terrible tâche de regarder le nombre de personnes qui ne s'en sont pas sorties aujourd'hui, malheureusement, on doit le faire. Aux États-Unis, le nombre total de cas a dépassé 1 million. Le nombre de victimes s'approche de 56 000. L'Espagne, 23 000. L'Italie, 26 000. La France, 23 000. L'Allemagne, 6 000. Le Royaume-Uni, 21 000. Mais leur Premier ministre a repris le travail. C'est une bonne chose. L'Iran, presque 6 000. Plus de 200 000 personnes sont mortes, 206 000 personnes sont mortes. En contraste, en comparaison plutôt, l'Inde s'en sort très bien. Le confinement a vraiment eu un impact très positif. Eh bien, nous avons moins de 900 victimes au cours des dernières 24 heures. Environ 50 personnes sont mortes. Mais étant donné la taille et la densité de notre population, eh bien la population de l'Inde dépasse celle des États-Unis, de la Russie, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Europe, toute l'Europe, du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan et Singapour réunis. Mais on a seulement 900 morts. Donc, merci à tous nos... On les appelle les combattants du Covid aujourd'hui. Une chose est que le personnel médical, les médecins, les infirmières et tous les autres font un travail fantastique. Mais le plus important, ce sont les forces de sécurité, la police, qui enseigne même Surya Namaskar dans la rue. Ils font faire à tous les jeunes Surya Namaskar dans la rue, s'ils enfreignent les normes de distanciation sociale, ou des flexions ou autres. Chapeau à eux, autrement, les hôpitaux seraient inondés. Et notre infrastructure médicale n'est toujours pas sous pression. Ils ont créé presque un quart de million de lits dédiés aux patients Covid dans tout le pays. On en est loin. Ils sont tous vides et en attente. Donc, nous devons remercier la police nationale et les agences centrales, et bien sûr les dirigeants politiques, qui se sont tous rassemblés, quel que soit leur parti politique. Ils se sont tous rassemblés et ont mis en œuvre ce confinement. Maintenant, beaucoup d'États choisissent de prolonger le confinement de quelques jours ou semaines, en fonction de leur situation. Et au Tamil Nadu, seuls 300 districts, en Inde, 300 districts n'ont pas du tout de Covid.
Dans 297 districts, aucun foyer. Seuls 127 districts ont des foyers. Dans 13 districts du Tamil Nadu, aucun nouveau cas au cours des 5 derniers jours. Merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Par-dessus tout, nous devons féliciter le peuple indien. Tout le monde pensait, ce sont les gens les plus indisciplinés et désorientés, mais ils... Au moins, personne en Inde ne se plaint. « Oh, j'ai besoin d'une coupe !» Ça, c'est encore autre chose. Donc, telle est la situation. Eh bien, à une époque comme celle-ci, beaucoup de questions, j'étais sur la chaîne nationale à l'instant, et la question c'est toujours... Non, quelqu'un se sert de toutes les feuilles sèches pour moi, pas de problème. La question c'est toujours, comment va-t-on gérer cela? Notre état mental? Comment va-t-on maintenir notre équilibre mental après ce confinement? Car beaucoup d'entre nous auront perdu nos emplois, nos salaires auront baissé, nos modes de vie vont peut-être devoir être restreints. Beaucoup de choses. Il va y avoir tout un tas de souffrances économiques pour tout le monde. Personne ne sera épargné. Donc, cela est vrai. Mais lorsqu'une pandémie balaye le globe, si après la pandémie vous êtes encore en vie, faut-il le célébrer ou en souffrir? Il faut le célébrer, vous êtes encore vivant. Ça mérite juste qu'on le célèbre, parce que ça aurait pu vous tuer. Vous pensez que tous les gens qui sont morts étaient stupides? Ils sont comme vous et moi. Quelque part, ils l'ont attrapé, ils ne savent même pas, la plupart ne savent même pas où ils l'ont attrapé. C'est tout. Donc, si vous restez en vie, vous savez, hier je parlais à tous les présidents de différentes universités. Il y en a une, association des présidents d'universités, peu importe le nom, tous les présidents d'universités. J'ai parlé à ce groupe hier, ils disent, à partir de maintenant, pour parler du monde, on va devoir dire BC et AC, avant Corona et après Corona. Les universitaires se préparent à une leçon d'histoire. Donc, si c'est comme ça qu'on le voit, il est temps de comprendre qu'on a passé trop de temps à réparer le monde, le réparer au point de le détruire. Normalement, le mot « réparer quelque chose » signifie améliorer quelque chose, le rendre meilleur. Quelque chose qui ne fonctionnait pas, vous l'avez fait fonctionner, ça veut dire que vous l'avez réparé. Mais nous l'avons réparé d'une autre façon, de façon destructrice, à tel point que presque tout le monde sait aujourd'hui que si on continue, non, pas comme vous êtes en ce moment, en confinement. Je dis que si on continue comme si de rien n'était, dans 20, 25 ans, 30 ans, il y aura un désastre majeur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a plus aucun doute dans l'esprit de qui que ce soit là-dessus, en ce qui concerne les impacts du changement climatique et ce genre de choses. Mais on a continué. Au moins, le virus a appuyé sur le bouton pause, pas stop, le bouton pause. Regardez comme on en fait toute une histoire. Pendant 2 mois, si vous stoppez votre économie, est-ce que tout va disparaître? Non, ça ne marche pas comme ça.
C'est comme ceci. Vous mettez quelque chose, disons que vous mettez ce récipient devant un miroir. Alors vous voyez deux récipients. Puis vous installez une boutique avec deux récipients, et puis vous achetez un autre miroir. Alors soudain, vous avez 100 récipients. Alors vous installez une boutique de vente en gros, avec 100 récipients. Mais alors, un orage arrive, un virus arrive, un tsunami arrive, quelque chose arrive. 50 récipients disparaissent, et vous pleurez. Mais en fait, vous n'en aviez qu'un seul. Vous en avez toujours eu un seul. Donc la richesse qui est présente dans ce monde, les possibilités qu'il y a n'ont pas disparu. C'est juste que notre idée de la richesse aujourd'hui, c'est de la construire dans les airs. La bourse est un indicateur de notre richesse. Eh bien, c'est le genre de système économique qu'on a construit. Je ne fais pas de commentaires là-dessus. Mais on n'a pas besoin d'être aussi angoissé. Lorsque j'ai été interviewé par une des chaînes nationales, il y a une dizaine d'années, ils m'ont posé une question au sujet du marché boursier indien. Parce que ce jour-là, pour la première fois, je me trompe peut-être d'année, il y a peut-être 12, 13 ans, peut-être. Le marché boursier indien avait dépassé la barre des 20 000. Jamais auparavant, il n'avait atteint 20 000. Donc, ils m'ont demandé, qu'en pensez-vous? J'ai dit, voyez, mon estimation, c'est que si vous regardez les entreprises et leurs capacités, les industries, ce qu'elles peuvent produire, ce qu'elles peuvent faire, les actions, en réalité, valent peut-être 12 000. Elles devraient en être là. Mais bien sûr, on veut créer un sentiment positif. Alors on les laisse passer à 14 000. Comme des sentiments humains, entrent en jeu 14, 15 000, 20 000, c'est un peu trop. Eh bien, en 10 ans, ça a dépassé 44 000 ou 45 000 ces derniers mois. Aujourd'hui, c'est redescendu à, je crois, 28 ou 29 000. Je ne suis pas trop. Aux alentours de 30 000. Tout le monde pleure, parce que beaucoup de gens ont perdu de l'argent, bien sûr. C'est douloureux pour eux, parce que c'est le jeu auquel ils jouaient. Mais essentiellement, rien n'a changé, à part des chiffres sur l'ordinateur. Donc on construit un monde comme ça. Un monde comme ça signifie, ça a toujours été dit en yoga, que avec un simple désir, vous allez créer tout un nouveau monde. Et vous pensez qu'il est réel. Quel que soit votre business, ou argent, ou richesse, ou famille, ou les histoires d'amour et autres que vous avez, tous conçus dans votre mental. À partir d'un simple désir, vous en faites un monde, et vous pensez qu'il existe. Quand il disparaît, que ça prenne la forme d'un tsunami, d'une tempête, de l'effondrement de la bourse, ou d'un virus, ou du décès de quelqu'un, soudain, vous êtes extrêmement perturbé parce que ce que vous aviez échafaudé dans votre mental a simplement disparu. Pas seulement vous. Vous vous rassemblez tous et fabriquez la même chose. Là, c'est comme si c'était réel, c'est comme une religion. Tout le monde se retrouve, construit la même image dans son mental, ça devient réel, ils commencent à voir le paradis, ils discutent de la même chose entre eux, ils construisent une toute nouvelle création à eux. Si quelqu'un de l'extérieur arrive et pose des questions, en général, il le tue parce que il menace la bourse. Il va faire s'effondrer le sentiment complètement.
Donc il va à coup sûr y avoir de la souffrance en termes de... Ce qui me préoccupe, ce sont les plus pauvres qui pourraient être privés de leurs moyens de subsistance. Mais en général, ils sont assez ingénieux, ils vont trouver une solution avec un peu d'aide en les aidant pendant 3-4 mois. Ils vont trouver une solution d'une manière ou d'une autre. Mais en ce qui concerne les choses dont on profite, ça pourrait être un pas en arrière. Disons, si nous regardons en arrière, la façon dont on vivait il y a 10 ans, tout ce qu'on avait, je ne parle même pas d'une génération, il y a seulement 10 ans, où on en était et où on en est aujourd'hui. On a beaucoup plus de choses. Si on nous laisse encore 10 ans, on aura beaucoup plus de choses et ça va continuer sans fin. Mais sur cette planète, il n'y a pas plus, il n'y a que tant, et il n'y a qu'un seul récipient. Le reste, ce ne sont que des images dans le miroir. Maintenant, il y a 10 ans, étions-nous dans un état de privation? On allait bien. Je vous le dis, si vous regardez 100 ans en arrière également, quand personne n'avait rien de tout ça, même à cette époque, ils allaient bien. Si vous regardez 10 000 ans en arrière, même là, quand ils vivaient dans la jungle et autres, là aussi ils allaient bien, à leur façon. Ils ne conduisaient peut-être pas de voiture, ils n'étaient peut-être pas sur WhatsApp, mais ils ont trouvé leur propre truc. Ils ont développé une grosse voix et se sont hurlés dessus, ou joué du tambour, ou fait quelque chose, d'accord? Mais eux aussi ont vécu une vie complète, à leur propre manière. Donc, l'économie régresse, c'est juste que l'ajustement est douloureux. Et ceux qui sont un peu fragiles pourraient être écrasés dans le processus, c'est le seul souci. Autrement, le fait que l'économie régresse n'est pas un souci véritable, ce n'est pas un souci réel, ça va. Et de toute façon, comme on peut le voir, tous les oiseaux et animaux sont en train de dire « Let's make the planet great again ». Je pense que c'est un bon slogan de campagne la prochaine fois. Redonnons sa grandeur à cette planète. Si les êtres humains aussi disaient la même chose, ce sera fantastique. La machine économique ne fait que tourner. Vous ne pouvez pas la réparer quand elle est en marche, parce qu'elle tourne. Maintenant, ce virus a mis la machine économique en pause, à l'arrêt. C'est le bon moment pour la réparer, c'est le bon moment pour la réorganiser, parce qu'elle s'est arrêtée. Si vous ne la réparez pas maintenant, quand elle va se remettre en marche, allez-vous la réparer? Certainement pas. Donc c'est le bon moment. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, mais c'est le bon moment pour commencer à réfléchir. Comment faire tourner ce monde autrement? Actuellement, la façon même dont on le mesure, c'est juste, plus vous avez, plus vous réussissez. Quelque part, nous devons créer cela. Quiconque a trop est un fichu idiot dans le monde. Oui, mais ce n'est pas arrivé. Ceci est arrivé à l'époque de Lao Tzu. Le roi trouvait Lao Tzu si sage, il lui dit, « Vous devez être mon ministre, parce que vous êtes l'homme le plus sage de ce pays. Qui d'autre? Vous devriez être ministre. » Lao Tzu dit, « Voyez, je ne suis pas fait pour ce genre de choses. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Le roi dit, « Non, vous êtes l'homme le plus sage de ce pays, donc c'est vous qui devez être ministre. » Alors Lao Tzu dit, « Voyez, si je suis ma sagesse, les mesures que je prendrai pourraient ne pas être favorables, ni à vous, ni au peuple, de nombreuses façons. Si j'agis selon ma sagesse, vous et beaucoup d'autres pourraient ne pas être d'accord. » Il dit, « Comment pourrais-je désapprouver votre sagesse? Je suis devenu l'un de vos plus grands fans, ou l'un de vos dévots. Comment ne serais-je pas d'accord avec vous? J'admire votre sagesse. Ne vous tracassez pas avec ça, vous devenez ministre. » Ils le font ministre. Quelques mois passent et puis il se passe ceci. Un jeune homme qui travaillait dans la maison d'un homme très riche, presque une sorte de palace, vole un bijou de la maison.
Le bijou avait été laissé à l'extérieur dans le jardin par la fille de l'homme riche, et un oiseau s'en empare et va se poser sur un arbre. Donc le bijou est sur une branche et il le laisse là. Le garçon voit ça, le jeune homme qui travaille là, il pense, ce n'est pas moi qui le vole, l'oiseau l'a déjà volé, c'est sur l'arbre. S'il l'avait laissé tomber à l'extérieur de l'enceinte, n'importe qui aurait pu le ramasser, mais il est sur l'arbre, et il a vraiment besoin d'aide financière, donc il le ramasse et essaie d'aller le vendre, immédiatement attrapé. Alors l'homme riche veut qu'on lui coupe la tête. Je veux sa tête. Donc on l'amène au tribunal, Lao Tzu est le juge, ce jour-là. Il voit ça et dit, l'homme riche doit recevoir 50 coups de fouet, et le pauvre doit recevoir 10% de la fortune du riche. L'homme riche s'emporte. C'est quoi ces histoires? Ce type a volé un bijou chez moi, et je reçois 50 coups de fouet, et je lui donne 10% de ma fortune. Il va voir le roi. C'est quoi ces histoires? Le roi est choqué. Pourquoi Lao Tzu, l'homme le plus sage du pays, ferait-il une telle chose? Alors il appelle Lao Tzu et dit, « Qu'est-ce qui se passe? Je ne remets pas votre sagesse en question, mais sur quoi ce jugement est-il fondé ?» Alors Lao Tzu dit, « Tout d'abord, pourquoi cet homme a-t-il tant amassé que lorsqu'un bijou précieux disparaît, il ne s'en rend même pas compte? Ça veut dire qu'il a trop, il a volé à tout le monde, donc il a besoin de 50 coups de fouet. Et l'homme pauvre, j'ai regardé ses conditions de vie, il a besoin de 10% de la richesse, donc ils doivent lui être donnés. Et il a été traumatisé, pensant que sa tête allait être coupée. C'est pour ça que l'homme riche doit payer, et que 10% de sa richesse doit aller à cet homme. Le roi le regarde et dit, « S'il vous plaît, vous devez démissionner. Votre sagesse, je l'apprécie, mais on ne peut pas diriger cette nation en suivant votre sagesse. » Donc, nous nous plaignons tout le temps. Mais voyez, les oiseaux sont en train de dire « rendons sa grandeur à la planète ». Eh bien, tout le monde en parle, que même à Delhi, l'air est sain, les gens se sentent bien. Et depuis le Punjab, ils arrivent à voir les pics de l'Himalaya pour la première fois en 20 ans. Ils étaient sans cesse embrumés par de la fumée. Maintenant, avec le confinement, ils sont capables de voir l'Himalaya. Pendant des millénaires, les gens ont vu l'Himalaya, depuis le Punjab, depuis Delhi, de tous ces endroits. Mais maintenant, on ne peut plus parce que c'est enfumé tout le temps. Donc maintenant que vous regardez l'Himalaya, et que vous l'appréciez même et commencez à en profiter, n'est-ce pas le moment de réajuster combien de machines devraient tourner, quel genre de travail on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire? Peut-on vivre avec un peu moins? Tout le monde devrait y réfléchir. Si vous en faites une loi, ça devient moche. Si ça a lieu consciemment, c'est fantastique, vous savez. Donc, c'est à coup sûr un bon moment. Si on veut faire ça, ça ne va pas arriver de l'extérieur. Parce que, vous savez, la grande expérience, Karl Marx, je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec lui, parce que pour ceux d'entre vous qui viennent de l'Ouest, c'est un diable. En Inde, à une époque, tout le monde lisait Marx, plus maintenant. Ils ne lisent que des BD ces jours-ci. Donc Marx est un être humain
très compatissant. Il pensait que si le communisme était introduit dans sa forme la plus pure, pas comme il est actuellement, c'est-à-dire que tout le monde vit selon ses besoins et la vie est fantastique. Cela ne peut se produire que si les êtres humains ont énormément de considération, de respect et d'amour les uns pour les autres. Mais il a pensé qu'il pourrait y arriver politiquement. Et quel gâchis! Quel gâchis! Car partout où ils ont essayé d'introduire le communisme, le nombre de personnes qui sont mortes à cause de ça est incroyable. Au XXe siècle, plus de 100 millions de personnes sont mortes pour cette seule idéologie. Mais c'est pour le peuple. Toute cette idéologie concerne le peuple, l'importance des gens ordinaires. Plus de 100 millions de personnes. Ils ne peuvent pas être rois, et il n'y avait pas 100 millions de rois. Des gens ordinaires qui sont morts. 100 millions de personnes. Donc, c'est parce que une grande idée, vous essayez de l'appliquer de la mauvaise façon. C'est un désastre. Cela peut être fait de bien des manières, mais aujourd'hui, la raison pour laquelle le communisme a échoué, c'est que Marx en savait peut-être énormément sur l'économie et tout ça, mais il n'a pas réussi à comprendre la nature humaine. Il croyait sincèrement, il en parlait ouvertement, que la première nation qui deviendrait communiste serait les États-Unis. Comme il s'est trompé. Monsieur Sanders essaie, mais ça ne va pas arriver. Il pensait, les nations les plus riches du monde vont devenir communistes. Ensuite, elles vont partager avec tout le monde, et nous allons créer un monde merveilleux. Excellente idée. Mais ce sont toujours les pauvres parmi les pauvres qui sont devenus communistes, partout dans le monde. Aujourd'hui encore, ce sont toujours les pauvres parmi les pauvres qui sont communistes. Ce que cela signifie essentiellement, c'est que ceux qui ont quelque chose ne veulent pas partager. Ceux qui n'ont rien veulent partager. Donc au final, au lieu de devenir une grande philosophie romantique, ça devient juste un grand pillage idéologique. Donc, vous êtes riche, je n'ai rien, je vais parler de partage, on sait d'où le partage viendra, vous n'êtes pas d'accord, on va vous couper la tête et la partager entre nous. Ça devient un pillage idéologique, malheureusement. C'est comme ça que ça s'est terminé. Ce qui était une grande philosophie, à cette époque, toute personne pensante dans le monde était tellement excitée par le communisme, ils pensaient, c'est la plus grande des idéologies, le monde va changer. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit, parce que ceux qui ont ne veulent pas partager, ceux qui n'ont pas veulent partager. C'est devenu une idée épouvantable. Donc, ceci est arrivé. Je ne vous ai jamais parlé de l'enfance de Shankaran Pillai, si? Non. Shankaran Pillai, à l'âge de 12 ans, un jour il sort et rapporte un billet de 100 roupies. À cette époque, 100 roupies, c'est beaucoup d'argent. Et il arrive avec un billet de 100 roupies et il dit qu'il l'a trouvé dans la rue. Sa mère le regarde et dit, « Tu l'as vraiment trouvé dans la rue ?» Elle vérifie simplement si le garçon a volé l'argent ou autre. Il dit, « Non maman, je l'ai bel et bien trouvé, il était dans la rue. J'ai même vu cet homme qui le cherchait. » Donc, si ça vient de l'extérieur, ça va tourner au vinaigre. Même maintenant, je parle de réagencer notre économie,
Ça ne devrait pas avoir lieu de l'extérieur, ça va à nouveau mal tourner, avec des lois et de force. Cela ne va pas marcher. Ça doit avoir lieu avec un certain sens de l'inclusion. Quand Parvati est allée vers Adiyogi, c'est une femme fière, une princesse. Donc elle voit les Saptarishi assis là, très dévoués et impliqués. Des années passent, Shiva parle, parle et parle, essayant de transmettre cette science. Chaque étape leur prend tellement de temps pour comprendre, saisir, éprouver, absorber, ça prend du temps. Mais le privilège d'être une épouse lui donne un petit peu d'arrogance. Alors, elle dit, moi aussi je veux savoir ça. Mais Adiyogi sait qu'elle ne restera jamais assise comme ça devant lui pendant des années et des années, à apprendre, pas à pas. Il la regarde et dit, viens t'asseoir ici. Alors elle pense que c'est une insulte, ça veut dire que tu doutes de mon intellect, tu dis juste, viens t'asseoir sur mes genoux. Il dit, non, non, viens. Puis, il la touche de 114 façons différentes, et elle devient une partie de lui. En étant une partie de lui, elle sait tout ce qu'il sait, mais elle conserve tout de même sa nature individuelle. C'est la seule façon de transformer le monde. Il faut les toucher de telle sorte que quelque part, il y ait une certaine intégration, une certaine union, une certaine inclusion. Lorsqu'il y a de l'inclusion, alors il n'y a pas besoin d'utiliser la force pour changer quoi que ce soit. En ce moment, de toute façon, la force a été appliquée par le virus. Je parle de profiter de cette situation, mais à moins que toutes les nations ne s'y mettent, ça n'arrivera pas, parce qu'on a toujours peur que quelqu'un parte en courant et nous devance. Ce problème est là. Donc nous devons faire l'appel des oiseaux. Rendons sa grandeur à la planète. Ce que les oiseaux disent, si le même bon sens pénètre chaque esprit humain, et que nous commençons tous à penser en termes de rendre sa grandeur à la planète, plutôt que rendre sa grandeur à mon pays, parce que, comme je l'ai dit, au nom d'une idéologie, 100 millions de personnes sont mortes en un siècle. Au nom des religions auxquelles vous croyez, personne n'a compté combien de millions de personnes sont mortes. Un nombre sans fin de personnes sont mortes. La deuxième plus grande tyrannie est le nationalisme. Au nom de la nation, les gens meurent, aujourd'hui encore, ils meurent fièrement. Oui, il est très nécessaire en ce moment de protéger les frontières d'une nation, la souveraineté d'une nation, parce que mon morceau de planète contre ton morceau de planète, ces luttes continuent. D'une manière ou d'une autre, nous devons assouplir les frontières des nations. Les frontières nationales doivent être assouplies. Cela n'est pas possible quand il y a tant de disparités économiques. Si l'on parvient à raisonnablement les équilibrer, c'est comme la poule et l'œuf, qui devra arriver en premier? Non, toutes ces choses doivent avoir lieu ensemble, quelqu'un devra avoir la sagesse de rassembler toutes ces choses. Si les frontières nationales deviennent pas totalement effacées, au moins un peu assouplies, alors qui va construire une armée? Pourquoi? Vous savez, selon les situations intérieures, vous pouvez avoir une force, mais vous n'aurez pas les méga-forces d'aujourd'hui, qui sont capables de détruire la planète énormément de fois. Ils ont suffisamment d'armement. Même la prochaine planète sur laquelle on pourra aller, supposez qu'on aille sur Mars et qu'on veuille la détruire, pour elle aussi nous avons assez de bombes et d'armement et tout. Donc on est prêt à détruire 3 planètes, mais on n'en a qu'une. Vraiment avant-gardiste. Donc, nous devons... On ne sait pas si ça aura même lieu à cette génération, mais si cette génération commence à penser dans cette optique,
Peut-être que la prochaine génération la mettra en œuvre. Si cette génération commence à penser, voyez, une fois que vous commencez à penser dans une certaine direction, consciemment ou inconsciemment, vous allez commencer à aller vers là. Vous n'avez pas forcément à marcher de force dans cette direction. Une fois que vous avez commencé à penser, disons que vous avez commencé à penser aux montagnes Veliangiri, montagne Veliangiri, montagne Veliangiri, sans le savoir, vous serez quelque part par ici. C'est comme ça. C'est la nature d'un être humain. Donc nous devrions amener les gens à penser au-delà des limites et des frontières que nous avons établies, et par-dessus tout, ce besoin sans fin que nous avons créé. Une chose importante pour que cela ait lieu, c'est qu'on doit détruire. Je dis cela très consciemment, très consciemment. Pour tous ceux, comme je souris, les gens pensent que je ne suis pas sérieux, je suis très sérieux. Nous devons détruire le système éducatif actuel si nous voulons faire des choses véritablement positives pour l'environnement, car c'est là que réside la clé. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho